Je crois que je vois l'image de moi-même, donc je vois que vous me voyez bien. Moi, je vous vois bien aussi. Il y a des personnes qui ont mis leur caméra, d'autres non. Alors, on peut commencer. Voilà. Euh, l'Université catholique de Lille avait eu l'amabilité de me demander. J'étais déjà depuis 2016 un enseignant, professeur associé, de faire un cycle qu'on avait appelé à ce moment-là déclarer l'état d'urgence pour le genre humain. Et ça marchait bien, mais ça marchait voilà, dans les locaux. Il y avait toujours je sais pas, entre 25 et 40 personnes peut-être qui étaient là. Et donc, ça fonctionnait extrêmement bien. Des collègues, des gens de l'extérieur aussi. Et c'est une bonne idée, je crois, de relancer la formule. Il y avait eu des enregistrements grâce à Géraldine qui était aujourd'hui là, encore une fois, à la technique, et ça avait donné lieu. J'avais classé les notes. À la première à mon premier exposé était présent Vincent Burnon-Galpin, qui à l'époque était étudiant à l'ENSAE, l'Institut qui forme nos grands statisticiens. Depuis, il est maintenant également à Sciences Po et on a beaucoup discuté. On faisait déjà quelques articles ensemble et on a fait ce volume qui s'appelle Comment sauver le genre humain, qui est sorti au pire moment pour les libraires, pour les lecteurs, pour les éditeurs, c'est-à-dire au plein milieu du confinement. Alors, bien entendu, le livre a un démarrage un peu plus lent. Est-ce que ce cycle-ci va donner lieu à un ouvrage? C'est difficile à dire, d'autant plus que c'est le titre même d'après-Covid qui paraissait, je dirais, réaliste dans un climat d'êtres humains encore pas très familier de ce que c'était des situations qui tombaient dans la grande catégorie d'autrefois des fléaux. On découvre au fur et à mesure ce que c'est, que ça disparaît peut-être pas aussi facilement qu'on espérait que ça disparaisse, et des choses de cet ordre-là. Ça fait partie des choses qui vont être discutées devant vous et avec vous dans ce cycle de 6 conférences. Alors, vous avez vu sans doute les titres. Je vais commencer par le début, c'est bien entendu dire des choses sur la pandémie. Alors là, je sors un tout petit peu du domaine de mes compétences. Je ne vais pas faire de la virologie, je ne vais pas faire de l'épidémiologie au sens scientifique. Ce n'est pas mon domaine, je n'y connais pas grand-chose. Ce que je peux dire de ce côté-là, sur ce qu'est un virus et comment ça agit, c'est au niveau de ce que chacun peut savoir. Voilà, c'est pas mon domaine d'expertise. Quand on parlera je ne sais pas, de la finance, de l'économie, de l'intelligence artificielle, bon là on tombe dans peut-être une réflexion de type anthropologique. Là on tombe dans le domaine des choses que j'ai apprises à l'école, ou en tout cas selon un enseignement qui peut être par apprentissage dans le cadre de la psychanalyse. Mais il faut quand même dire un minimum de choses sur ce que c'est qu'un virus et une pandémie pour pouvoir enchaîner par la suite. Je vais donc commencer par, je crois que nous sommes pratiquement au complet là, une introduction tout simplement. Qu'est-ce qui nous arrive? Il est clair que pour une génération comme la mienne, qui a eu la chance de naître juste après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vécu dans un monde, si nous ne sommes pas allés, je dirais, dans d'autres pays qui étaient en état de guerre, ça m'est arrivé dans un cadre professionnel. J'ai été dans le Libéria en guerre civile, mais sinon, at home, à la maison, chez moi, j'ai eu la chance de vivre dans un climat extrêmement pacifié, dans des situations extrêmement, avec un confort tout à fait remarquable par rapport à ce qu'on avait connu avant. Il y avait une terreur pendant mon enfance, c'était la poliomyélite, mais on a trouvé le vaccin.
Et j'aime bien toujours les anecdotes. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Salk, voilà, pour des raisons familiales. Et voilà, c'était un ami de la famille. J'ai eu la chance de le rencontrer un jour. On me dit voilà, c'est le professeur Jonas Salk qui a inventé le, le vaccin de la poliomyélite. Et je savais la terreur que ça représentait pour nos parents plutôt que pour les enfants eux-mêmes qui avaient du mal à se faire une représentation de ce que c'était. On voyait bien des enfants en chaise roulante, on voyait des enfants avec un membre atrophié, des choses comme ça. Et donc, je vois ce monsieur et je suis relativement ému. Je dis, monsieur, je suis très honoré de vous rencontrer. Et à côté de lui, il avait son petit-fils, un petit-fils qui devait avoir, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans. Et le petit-fils me regarde avec des grands yeux et je le vois, il court vers son papa qui est à côté et qui dit, papa, papa, tu sais pas, ce monsieur, il a dit à grand-papa qu'il était honoré de le rencontrer. Pour l'enfant, lui, il n'y avait pas une représentation de ce que ça pouvait être qu'une épidémie, que la maladie à ce niveau-là. Alors, c'était bien sûr la poliomyélite, c'était une épidémie. Bon, il y a les maladies infantiles. Heureusement, pour la plupart, il existait déjà des vaccins. La période d'après-guerre, c'est la période où s'est généralisé, bien entendu, l'usage des antibiotiques. Nous avons été dans un confort relatif, bien sûr. Voyager, bien sûr, se rendre en Afrique, de nombreuses vaccinations, des choses de cet ordre-là, mais ça fait partie, je dirais, des choses qu'on sait qu'il y a des endroits où il est plus difficile de se prémunir contre tout. Et la grippe espagnole, des grands-parents pouvaient en avoir encore un vague souvenir. La grippe asiatique, des choses de cet ordre-là, mais rien vraiment de l'ordre de ce que nous venons de voir maintenant. Et des préoccupations qui sont mobilisées. Préoccupations qui. On nous dit à propos de la grippe asiatique, mais vous savez, bon, ça faisait des morts aussi, mais on n'a pas du tout réagi de la même manière. Et c'est vrai, c'est possible. On n'est pas réagi de la même manière. Et c'est dans un entretien que j'ai vu avec Jacques Attali récemment, qui m'avait dit cette chose qui m'avait surprise. Il m'a dit, c'est la première fois qu'on fait passer le bonheur individuel avant l'économie. J'avais le sentiment que c'était une préoccupation quand même, la vie individuelle, qui était déjà présente dans d'autres circonstances. Mais selon lui, selon son analyse, c'est la première fois qu'on s'est dit on va mettre la survie des individus au premier plan par rapport à l'économie. Et je vais bien entendu devoir revenir là-dessus beaucoup plus longuement. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est la première fois qu'une préoccupation de ce type-là intervient, mais en tout cas, ça situe évidemment tout de suite la question, faire survivre les gens et faire survivre le système tout autour, faire survivre l'économie. Alors, ne brûlons pas les étapes. Le virus, qu'est-ce que c'est qu'un virus? Il y a des discussions passionnées, savoir si c'est vivant ou c'est pas vivant. Pourquoi? C'est quelque chose auquel on attribue des intentions. On dit il essaye de faire ceci, il essaye d'entrer dans la cellule et après il veut se reproduire. Ça, c'est un vocabulaire anthropomorphe qui peut évidemment tromper en soi. Qu'est-ce qui fait dire que ce n'est pas le fait qu'il aurait des intentions, bien entendu, ferait dans nos représentations qu'il s'agit du vivant. Je vous rappelle cette vieille classification que proposait Hegel, pour distinguer très facilement qu'est-ce que c'est que le physique, qu'est-ce que c'est le chimique et qu'est-ce que c'est le biologique. Et c'est dans sa philosophie naturelle qu'il écrivait la chose suivante. Il disait le physique, ce sont les corps qui sont indifférents les uns aux autres et qui s'entrechoquent si leur trajectoire se recoupe. Le chimique, c'est des corps qui s'attirent ou qui se repoussent. Effectivement, ce sont les balances, c'est le fait qu'une protéine va s'imbriquer dans une autre, simplement parce qu'il y a l'endroit pour le faire, et des choses de cet ordre-là, simplement, vont avoir lieu. Le fait de se repousser ou de s'attirer, c'est bien entendu, au départ, le fait que les charges électriques qui vont décider de cela. Et le vivant, disait Hegel, c'est ce qui peut anticiper. C'est ce qui peut anticiper le comportement d'autre chose. C'est le corps qui va anticiper le fait qu'il y ait un astéroïde qui vient dans ces directions et qui va peut-être essayer d'envoyer des fusées avec des bombes pour essayer de détourner ou de détruire le corps qui vient dans la direction de la Terre. Ça, le vivant peut faire ça.
Le physique, non. L'astéroïde s'écrase sur la planète Terre et puis c'est tout. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas d'anticipation. Et je crois que à ce point de vue-là, on peut dire évidemment qu'un virus, il n'y a pas à proprement parler d'anticipation. Ce qu'il y a, c'est de l'ordre du chimique. C'est le fait qu'effectivement, il y a des protéines en surface du virus qui vont s'imbriquer à l'intérieur de protéines qui sont à la surface de la cellule, et ça va permettre à cet animalcule, pour employer un vieux terme, qui pourrait toujours quand même fonctionner. C'est ça qui va permettre donc que l'ADN ou est-ce l'ARN, je ne sais plus dans ce cas-ci, va permettre d'entrer dans la cellule et va y reproduire d'autres virus avec la même constitution. Donc, selon la définition de Hegel, il s'agit plutôt d'un phénomène chimique, effectivement, plutôt que biologique, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait anticipation par le virus de ce qui va se passer. Mais bon, ça, ce sont des distinctions, je dirais, de sémantique. La difficulté pour nous, ce sont les effets destructeurs qui ont lieu lors de cette rencontre et lorsque les messages qui permettent la reproduction du virus entrent dans nos cellules. Et vous le savez, dans ce cas-ci, il y a une évolution s'est faite et elle continue de se faire sur qu'est-ce que ce virus fait exactement. Si vous vous souvenez des premiers temps, je ne sais pas, janvier-février, on nous parlait essentiellement d'effets pulmonaires et on nous disait une sorte de pneumonie. Et c'est petit à petit, quand on a vu des gens dont on a dit qu'ils sont guéris et puis que ces gens vous parlaient d'un air accablé en disant que ça n'allait pas si bien que ça, qu'on les appelait guéris parce qu'ils étaient sortis de l'hôpital, mais ils étaient encore bien patraques, qu'on a commencé à comprendre les phénomènes qui... il y a quelqu'un qui a un micro là et qui fait des bruits de parasites. Si vous pouviez éteindre vos micros. On a vu apparaître les effets secondaires. Les effets secondaires qui peuvent être extrêmement sérieux, qui sont liés au fait que le virus s'attaque à la couverture, de lining, comme elle était en français, à l'enveloppe des vaisseaux sanguins et qui peut produire du coup des effets un peu partout, d'ailleurs dans le corps, aussi bien dans le cerveau que dans les reins et dans les différents organes, rendant les choses extrêmement difficiles. Je vous rappelle aussi, vous suivez l'actualité, que nous n'avons pas de remède. Nous comprenons de mieux en mieux comment gérer le confort des personnes qui arrivent en hôpital et qui doivent être traitées d'urgence. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous pouvons nous attaquer aux phénomènes inflammatoires parce que nous savons qu'ils sont massifs et que c'est surtout de ce côté-là qu'il faut essayer de gérer la survie. Nous pouvons, le traitement immédiat est meilleur qu'il n'était auparavant. Il n'y a pas de remède connu. Il y a, bien entendu, vous le savez, dans la plupart des pays, il y a différents mouvements qui vous disent qu'il existe un remède, en particulier hydroxychloroquine, et ce mouvement est en fait parti de France. Il est parti de Marseille, comme vous ne l'ignorez pas. Le président Trump et de manière générale les extrêmes droites dans le monde se sont réjouis de ce médicament miracle, mais les études ont montré que l'hydroxychloroquine a un effet qui est bien connu. C'est un antipaludique utilisé depuis très 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 longtemps. Tous ceux qui vont pour un certain temps en Afrique ou qui sont nés connaissent ce médicament. C'est un médicament qui empêche la prolifération pas de manière totale comme certains malheureux que je connais bien ont pu l'expérimenter, mais qui rend la vie difficile aux protozoaire qui répand le palu. Alors, nous sommes trouvés cette chose-là est arrivée. Nous avons été assez bien informés. Il y a des discussions sur à quel moment, où a été le premier cas. On nous dit que c'était en Chine, c'est probablement le cas, mais on trouve des choses un peu bizarres. On trouve maintenant des cas sur la côte ouest aux États-Unis de gens qui manifestement avaient quelque chose qui ressemblait tellement à ça qu'il est bien possible que c'était la même chose et qui prédate le mois de décembre de l'année dernière. Pourquoi est-ce que cette épidémie s'est répandue aussi facilement? Eh bien, bien entendu, grâce aux moyens de transport. Si on regarde
des épidémies antérieures, comme les grandes pestes, la grande peste de Justinien et la grande peste du XIVe siècle. Ce sont des épidémies, des pandémies qui se sont répandues, mais à une vitesse beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que les transports étaient, voilà, c'était des transports à cheval au mieux entre les villages. Il fallait du temps pour aller d'un endroit à l'autre, et c'est sur des dizaines d'années que ces pandémies se sont répandues. Comme elles étaient extrêmement dangereuses, on compte que la pandémie de Justinien, donc c'est quoi, au IVe siècle, a tué probablement plus de la moitié de la population. Selon les endroits, la peste noire du XIVe siècle a tué entre 30 et 60% de la population, d'après les calculs qu'on peut faire. Il est clair que ce à quoi nous avons affaire maintenant, en termes de mortalité, n'est pas du tout du même ordre. Mais nos sociétés sont aussi tout à fait différentes. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. La mortalité jusqu'ici dans nos pays est de l'ordre, et même, je dirais, en prenant l'ensemble des pays, parce que bon, il faut multiplier peut-être parfois par un facteur, je dirais, de 2 ou 3 les chiffres qu'on trouve chez nous, mais la mortalité, c'est une fraction de 1% de la population. En finance, on appelle le basis point, point de base, un centième de pourcent. Et si on prend un chiffre comme là, voilà, comme là pour la France ou la Belgique, on est de l'ordre entre 5 et 8 points de base, centième d'un pourcent en termes de mortalité à proprement parler. Mais comme nous sommes dans des pays où il y a des millions et même des dizaines de millions de personnes, ça peut produire effectivement, comme en France, 31 000 morts, ou quand on s'y prend très très mal, comme aux États-Unis, et pour des raisons qu'on va analyser, parce que c'est ça qui est important de comprendre, dans un pays comme aux États-Unis, où on atteint, je crois que c'est hier ou avant-hier, les 200 000 morts, en raison d'une cacophonie extraordinaire dont il faudra parler dans la manière de traiter ou d'ignorer la maladie. Alors, ça s'est répandu, vous le savez, essentiellement dans nos pays à partir de février, mars, avril. Le pic dans nos pays a été en avril, puis ça a commencé à descendre, essentiellement en raison du confinement et des gestes de barrière, dont je parlerai longuement. Et nous sommes arrivés à faire baisser les chiffres. Alors, dans la situation actuelle, comment analyser les chiffres actuels? Les chiffres du nombre de cas sont plus élevés quand je dis nos pays, disons la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, etc. Les chiffres en ce moment de contamination sont plus élevés, le nombre de cas plus élevé qu'au pire de la situation en mars-avril. Pourquoi? Eh bien entendu, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est le nombre de tests beaucoup plus grand. On teste des gens qui ne sont pas à l'hôpital, alors que dans la situation de crise, c'est essentiellement des gens qui arrivent à l'hôpital où on essaie de voir ce qu'ils avaient exactement et on les testait. Maintenant, on teste la population de manière plus générale. Donc, on va déceler plus facilement des cas existants. On peut même déceler des cas qu'on appelle de personnes asymptomatiques, qu'on appelle aussi des porteurs sains, ce qui est peut-être moins heureux puisqu'ils ne sont pas vraiment sains, mais ils sont asymptomatiques, ils ne présentent pas les caractères de la maladie. Alors, de manière générale, dans la situation présente, il faudra beaucoup plus de cas décelés pour qu'il y ait un nombre de morts équivalent à ce qu'on a connu dans la période de mars-avril. Pourquoi? Pour la raison que je viens d'abord de dire, on décèle des gens, on considère comme cas des gens qui ne sont pas aux urgences, des gens qui circulent, qui ne présentent pas les symptômes, et par ailleurs, on réagit mieux à la situation une fois que la personne est malade. C'est-à-dire que bien qu'on n'ait pas de remède, on peut traiter le malade de manière meilleure. Et voilà, comme je l'ai signalé tout à l'heure, on peut par exemple s'en prendre tout de suite au problème de l'inflammation
Alors qu'au départ, quand on considérait qu'il s'agissait essentiellement d'une pneumonie, ça ne venait peut-être pas au premier rang des préoccupations. Par ailleurs, on n'est pas dans une situation de surcharge des hôpitaux, ce qui a été le cas à certains moments. On n'a pas été en France ni en Belgique dans la situation qu'on appelle voilà, la situation de la Lombardie, la situation de Bergame, où on parle de l'effet Bergame. Et l'effet Bergame, c'est qu'un certain nombre de personnes n'ont pas véritablement été traitées du tout. C'est-à-dire, l'effet Bergame, c'est des personnes qui meurent sur des brancards dans des couloirs d'hôpitaux absolument encombrés. Là aussi, on n'est pas là et on est sans doute mieux préparé maintenant à des situations de ce type-là, des situations de surcharge. Est-ce à dire, comme je vois certaines personnes dire autour de moi, que bon, la preuve est faite maintenant que c'est plus dangereux du tout, puisqu'on voit de nombreux cas et puis on ne voit pas de gens mourir. Là, je viens de regarder, je n'ai pas pu regarder parce que c'est en cours en ce moment, l'exposé qui est fait en ce moment au Sénat en France, mais j'ai pu regarder l'exposé qui a été fait ce matin en Belgique. Et en Belgique, dans l'exposé ce matin, on nous dit qu'on est en situation de exponentielle, c'est-à-dire que le nombre de cas double sur une certaine période. Au pire de la crise, chez nous, le doublement était sur une période de 3 jours. Ce qui faisait que, voilà, que sur 6 jours, une semaine, le problème était multiplié par 4. Et c'est là que je dirais que les retards à l'allumage ont été extrêmement dangereux, puisque en n'agissant pas pendant 3 jours ou de manière inadaptée, on multipliait par 2 le cas potentiel de gens qui allaient mourir. Et sur 6 jours, par 4. Et on était en situation du coup extrêmement difficile où il fallait agir extrêmement rapidement et toutes les hésitations était potentiellement mortel. Et c'est de ça qu'on parle beaucoup en ce moment. Il y avait une discussion hier en France. Est-ce qu'il y a eu des moments véritablement de, comment dire, de brouillard où quelqu'un disait à quelqu'un quelque chose de très important et puis pendant 2 semaines, il ne se passait rien. Ça, dans des situations de ce type-là, où chaque jour compte, ça peut être effectivement extrêmement dangereux. Tous les flottements, et ça j'y reviendrai, pourquoi est-ce qu'il y a davantage de flottements maintenant qu'il n'y en avait peut-être autrefois? Là, il y a quelque chose à prendre en compte. Et le chiffre donné donc en Belgique ce matin, un doublement tous les 12 jours. Bon, ce n'est pas un doublement tous les 3 jours, mais ça veut dire que si pendant ces 12 jours, on se gratte le crâne, on réfléchit encore, on hésite entre plusieurs stratégies, le problème sera double de ce qu'il est aujourd'hui si l'on voulait prendre les mesures immédiatement. Et là, on entre tout de suite, je dirais, dans autre chose. C'est la compréhension du phénomène. Et la difficulté, c'est que des phénomènes de type exponentiel, c'est très peu intuitif. C'est très peu intuitif pour les gens. C'est très difficile de se représenter ça. On se dit, bon, il y a plus de cas hier qu'avant-hier, mais on ne voit pas, par exemple, ce problème du doublement. Le bon exemple qu'on donne souvent aux enfants pour essayer de le faire comprendre, c'est cette histoire des nénuphars qui poussent à la surface d'un étang et qui vont couvrir, ils vont peut-être couvrir la surface si ça double tous les jours. Quand est-ce qu'on sera à 50% de la surface couverte? Et les enfants, bien entendu, et parfois même les adultes, font des calculs très compliqués en disant oui, c'est 2% maintenant qu'on multiplie, ça fait 4 et puis 8, etc. Et alors que le problème doit être pris à l'envers. On nous a dit que la surface couverte doublait tous les jours. Donc, le jour où ce sera 50%, ce sera simplement la veille du jour où ça sera recouvert entièrement. Et ça, c'est le genre de choses qui nous apparaissent comme des paradoxes, comme difficiles à imaginer. Et la difficulté, c'est que dans une pandémie comme celle-ci, et ça on le voit avec les gens qui font du négationnisme, qui disent non, mais il n'y a rien, ou on nous raconte des histoires, ou bien il y a le même nombre de gens qui meurent de ça que de gens qui qui se tuent en tombant d'une trottinette et des choses comme ça. C'est que rapidement, dans les calculs qu'on doit faire, en utilisant les statistiques comme une méthode mathématique et les probabilités, on arrive souvent dans des situations qui sont peu intuitives, ce qui fait que la personne qui vous dit oui, mais évidemment, c'est évidemment comme ceci ou ça, cette évidence de cette personne, sauf s'il s'agit de quelqu'un de très familier des mathématiques appliquées, cette évidence-là ne fonctionne pas, elle ne marche pas. Et donc, il faut que nous nous tournions vers les scientifiques qui comprennent très très bien le problème.
Et nous l'avons vu, il n'est pas certain, on le voit, qu'un médecin qui est un très bon, qui peut être éventuellement un très bon médecin, il s'embrouille parfois les pinceaux quand il fait des statistiques et qui nous dit, bon, donc j'avais un échantillon de 12 personnes et à la fin et donc je peux vous dire qu'en termes de pourcentage, ne sachant pas ou ignorant qu'on ne peut vraiment pas calculer un pourcentage sur un chiffre aussi faible que 12. On ne peut pas simplement se dire je multiplie par 8 et j'arrive à 96 et donc c'est pratiquement la même chose. Non, les effets individuels, les variations individuelles sont beaucoup trop grandes sur un échantillon de 12 personnes pour pouvoir dire que sur 100 personnes, ce sera de telle et telle manière. C'est la loi des grands nombres. La loi des grands nombres nous dit qu'une probabilité, on peut l'extrapoler, on peut l'idéaliser à partir d'une fréquence observée. Mais cette fréquence sera plus ou moins fiable en fonction du nombre de cas. Donc, difficulté de ce point de vue-là, essayer de comprendre comment ça marche. Et ce qu'on a vu en particulier en France, c'est que des très bonnes équipes médicales, peut-être, ont fait des analyses extrêmement fausses d'un point de vue statistique, dont on ne pouvait absolument rien tirer. Et je le vois dans les discussions qu'il y a sur mon blog, on me dit oui, mais le professeur machin, il a fait ceci. Et je dis oui, ben, il a fait sur des chiffres insignifiants qu'on ne peut pas utiliser. Oui, mais il a dit ça. Oui, je dis, mais son échantillon, il était de 12 personnes au départ, il était 18 à l'arrivée, mais les 6 en plus, en réalité, c'était 12 en plus parce qu'il en avait perdu en route. On ne peut pas faire ça. C'est très compliqué d'extrapoler à partir de chiffres sur des populations entières. On ne peut pas bricoler. Et on sait maintenant qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, mais ce n'est pas du tout de l'ordre de l'intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Comment a-t-on réagi? Alors là, vous le savez, il y a deux grandes, disons trois approches possibles. La première, c'est l'éradication. On voit apparaître des cas et on s'arrange pour que les gens qui présentent la maladie ne le transmettent à absolument personne. Et on peut, dans ce cas-là, on peut essayer d'éradiquer entièrement non pas le virus, on ne va pas le faire disparaître, mais empêcher que la pandémie se perpétue et qu'elle se répande dans la population. Autre attitude possible, essayer de jouer sur ce qu'on appelle donc l'immunité de groupe ou l'immunité collective, herd immunity en anglais. Attendre que le phénomène s'estompe d'une certaine manière parce qu'un grand nombre de personnes dans la population seront immunisées, ce qui fait que les personnes qui seront contagieuses tomberont essentiellement sur des personnes immunisées et donc ça se répandra beaucoup moins que si les personnes qu'on avait devant soi étaient des gens qui ne présentaient aucune immunité. Je ne l'ai pas dit, mais ça vous le savez, ce coronavirus a fait le saut d'une espèce animale vers nous, ce qui fait que personne, aucun être humain ne présentait une immunité vis-à-vis de lui. Alors donc l'immunité va apparaître du fait d'avoir été malade ou d'avoir été porté sain. Le problème, la difficulté, c'est qu'il y a un certain déchet, et il ne faudrait pas utiliser ce mot, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes ne seront pas immunisées. Elles mourront dans le processus et elles disparaîtront. Et ce sera la manière dont on gérera, bien entendu, cette tentative d'arriver à une immunité de groupe. C'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de gens qui soient immunisés pour que, d'une certaine manière, l'épidémie meure de sa belle mort en n'arrivant plus véritablement à se communiquer à des gens qui n'ont pas déjà été exposés. Alors, la difficulté, bien entendu, c'est même dans le cas d'une pandémie comme celle-ci, qui n'est pas extrêmement dangereuse par rapport à la peste de Justinien ou à la peste bubonique du XIVe siècle, c'est qu'il y aura quand même des nombres de morts considérables. En France, il y a 30 000 morts et on est à un niveau d'immunité de la population d'ordre de 5%. Seulement 5% de la population a été exposée jusqu'ici au virus. Et ça fait déjà quand même 30 000 morts. Donc, voilà, on hésite. Alors, on a le choix entre ces deux possibilités. Alors, il y a une voie moyenne que la plupart des pays ont utilisée, c'est l'aplatissement de la courbe. Voilà, c'est gérer l'épidémie de telle manière qu'il n'y ait pas trop de cas, qu'on n'ait pas de l'effet Bergame, qu'on n'ait pas des gens sur des brancards dans les hôpitaux, qu'on n'ait pas surcharge, mais que la vie ne s'arrête pas entièrement d'ici là.
C'est-à-dire qu'on essaie de faire, voilà, de faire avancer les choses. Dans nos pays, on n'a pas pu aller tout de suite vers cette stratégie. On a dû faire du confinement parce qu'il y avait surcharge dans les hôpitaux. Et donc, on a dû empêcher les contacts au maximum. Par ce qu'on appelle les gestes, voilà, les gestes barrières, le confinement et la distanciation sociale, le masque, des choses de cet ordre-là qui nous sont peu familières. On voit des photos maintenant, on voit des photos. On a porté des masques lors de la grippe espagnole dans les années 1918-1920, mais le souvenir s'en est estompé. Pour nous, le masque, c'est essentiellement, ce sont des touristes japonais ou voilà, dans nos rues, et donc que nous avons regardé avec un air un peu curieux. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est essentiellement pour nous protéger. Et nous avons vu, dans le cas du masque, chez nous, là, le débat n'a jamais été véritablement dans ces termes-là, comment faire pour protéger les autres. Ça a toujours été, est-ce que ça me protège moi-même? Si ça ne me protège pas moi-même, tant pis, etc. Et on a vu, bien entendu, des différentes manières dont les États ont essayé de gérer ça. Le débat, je ne vais pas préempter ce qui va être dit tout à l'heure au Sénat, ou qui est déjà dit en ce moment, mais il est bien possible, et ça a été dit dans les couloirs par certains, on a dit que le masque, ça ne servait à rien parce qu'on n'en avait pas assez, qu'on ne voulait pas que les gens disent comment ça se fait qu'on n'en a pas assez. À la même époque, en Allemagne, et il faudra je comparais les chiffres de l'Allemagne avec ceux de la France, à la même époque, on a dit aux gens tout à fait autre chose, que ne portez pas des masques, monsieur Jérôme Salomon, ça donne un faux sentiment de sécurité, des choses qu'on lui reproche sûrement en ce moment même. Qu'est-ce qu'on a dit en Allemagne? On a dit à la population, mettez un foulard, mettez une écharpe, mettez n'importe quoi si vous n'avez pas un masque. Ça, c'est une attitude différente. Et là, on touche sans doute directement au culturel. Ou alors, je ne sais pas, à la qualité des gouvernants. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses de l'ordre du culturel de ce côté-là. Vous voyez, en Allemagne en particulier, et c'est propre aux extrêmes droites, les mouvements anti-masques. Vous le savez que dans une manifestation aux États-Unis, on reconnaît facilement les partisans de Trump parce qu'ils ne portent pas le masque, parce que pour des raisons diverses. L'une, c'est une appartenance, comme dit M. Michael Cohen, l'ancien avocat de M. Trump, pour manifester son appartenance à une secte. C'est possible. Ou alors c'est parce qu'on croit le président quand le président dit c'est un hoax, c'est un canular, c'est une faribole, c'est une invention de la presse d'extrême gauche, des choses de cet ordre-là. Ceci dit, ces jours derniers, on a entendu sur des enregistrements M. Trump dire à M. Bob Wood, le journaliste, il a donné des chiffres exacts qui donnaient déjà au mois de janvier, au mois de février. Trump n'était absolument pas dupe, il savait exactement ce qui se passait, il connaissait le taux de mortalité. C'est quelqu'un qui fait l'imbécile délibérément. Et ce qui est curieux ces jours-ci, c'est que les gens, entendant Trump dire en janvier et février, ses partisans, en janvier et février, qui sait exactement ce que c'est, à quel point c'est dangereux, etc., ça ne change pas leur avis, justifiant peut-être là justement la dénomination de secte ou de culte plutôt que de mouvement politique. Donc nos attitudes, je dirais, hésitantes, comment dire, la comparaison entre le monde extrême oriental et le nôtre dans une pandémie comme cela est frappante. Je ne vais pas donner de qualificatif dans un sens ou dans l'autre, mais elle est frappante. Et en termes d'efficacité ou d'inefficacité, elle est frappante aussi. Il y a des raisons d'un autre ordre que les attitudes culturelles. Par exemple, le fait que notre système économique s'est spécialisé dans les régions de production et dans les régions de consommation. La plupart pourquoi est-ce que nous n'avions pas de masques et que nous n'avons pas pu en acquérir rapidement au moment où ça démarrait, parce que la quasi-totalité de la production de masques se faisait dans une région qui était confinée, c'était en Chine précisément. Donc voilà.
on a dû gérer aussi le fait que nous sommes maintenant dans une logique de distribution qui a changé au cours des années. Un petit paradoxe là, c'est que ça nous est venu surtout du Japon, ces méthodes en flux tendu, c'est-à-dire ou de lean, comme on dit, d'approvisionnement mince, c'est-à-dire qu'avec les capacités dont nous disposons, de pouvoir gérer, je dirais, à la minute le transport maritime, de pouvoir faire venir des choses par avion en quelques heures de toutes les régions du monde, nous étions habitués à l'idée de gérer des stocks en flux tendu, c'est-à-dire de minimiser les coûts de stockage parce qu'on peut faire venir rapidement les choses d'ailleurs, de là où elles doivent venir. Et là, on a vu que dans une situation comme la situation comme celle de la pandémie, là, c'est essentiellement de la fragilité du système que ça introduit de cette manière-là. Et on s'est dit assez rapidement, c'est parmi les premières choses qu'on s'est dites, il faudra peut-être revoir cette manière de faire les choses. On nous a parlé tout de suite, si on nous a parlé de protectionnisme immédiatement, ce n'était pas pour remettre en question la manière dont le commerce international s'était organisé. Non, non, c'est pour avoir des productions locales de masques en cas de difficulté. Mais vous savez, la mondialisation, la globalisation, ça a eu lieu. Vous avez peut-être vu ce petit documentaire très amusant il y a quelques années, Made in France. C'est un jeune journaliste donc, qui vit de tout ce qu'il y a dans son studio et il dit je ne vais plus racheter que des choses faites en France pour le meubler. Et vous avez deviné immédiatement, c'est un film comique bien entendu parce qu'il n'arrive pas à meubler sur des mois et des mois, il n'arrive pas à meubler, il n'arrive même pas pour un entretien d'embauche, il n'arrive même pas à acheter un costume parce qu'il y a des costumes faits en France, il y a encore un endroit où on fait encore des costumes en France, mais ils coûtent 6 000 euros, donc ce n'était pas à sa portée, lui qui vivait dans un studio. Notre monde a spécialisé la production dans les endroits où ça coûte pas cher. Pourquoi est-ce que ça coûte pas cher dans ces endroits-là? C'est parce qu'il y a du dumping, comme on dit, du dumping salarial, du moins-disant salarial. Et malheureusement, c'est aussi dans ces endroits-là qu'on a des marchés d'animaux sauvages, où il y a des pangolins dans des cages en dessous d'autres cages, où il y a des chauves-souris et des choses de cet ordre-là. Tout ça n'est pas par hasard. Tout ça n'est pas par hasard. Et par ailleurs, bien entendu, on le sait, nous sommes en train de détruire à toute allure la biodiversité. Et les virus qui ne trouvent plus à se mettre là où ils se mettaient autrefois, bien, ils vont chercher d'autres hôtes. Quand je dis chercher, c'est en mettant entre parenthèses le fait que ce ne sont pas qui ne réfléchissent pas, mais ils vont tomber sur d'autres hôtes. Et ces autres hôtes, ça risque de plus en plus d'être nous. Alors, je vais regarder. D'autre part, dans les mesures qu'on prend, là aussi, notre système économique se manifeste très, très rapidement. Si on pense au masque, ça touche tout le monde à peu près de la même manière, et ça touche, les claustrophobes réagiront avec plus de violence que les autres. On a tous entendu des gens nous expliquer qu'ils allaient étouffer dans l'instant, ce qui n'est pas le cas, et les masques ne sont pas suffisamment bons pour ne pas faire passer l'oxygène et faire disparaître le gaz carbonique, le dioxyde de carbone. Et pour ce qui est du confinement, dans les situations économiques où nous sommes, avec une très très grande concentration de la richesse, la manière de vivre le confinement va être extrêmement différente et les conséquences vont être extrêmement différentes. Il n'a pas fallu une semaine, vous vous souvenez sans doute de ça, il n'a pas fallu une semaine de confinement pour que nos quotidiens nous régalent des mémoires du confinement de telle ou telle personne qui avait du mal à voir les limites de sa propriété quand le soleil se levait le matin, etc. Alors que la plupart des gens dans les villes vivaient dans des conditions extrêmement difficiles, parfois confinés dans des habitations qui ne vivent véritablement que sur la base d'une rotation, en réalité, parce que les uns remplacent les autres au cours de la journée, des situations qui ne se comparent absolument pas.
quand on regarde les récits des épidémies anciennes, on découvre ce qu'on découvre sans surprise maintenant aussi, c'est que les riches s'en sortent beaucoup mieux. Ce n'est pas une nouveauté que les riches vont à la campagne quand il y a une épidémie. Vous trouvez ça dans la littérature du XIVe siècle. Il y a des récits du même type, voilà, bien qu'on en ait beaucoup moins pour l'époque des épidémies anciennes. Les riches vont à la campagne, ils se protègent, voilà, l'autoconfinement n'est pas une invention récente, les riches ont trouvé ça depuis très longtemps, ils savent qu'on peut faire ça et on attend que ça passe. Vous connaissez peut-être cette petite histoire, ce conte d'Edgar Poe, La mort rouge, qui est l'histoire donc c'est une histoire précisément de ce type-là. Ça se passe à une époque peu précisée, mais je ne sais pas, le Moyen Âge ou la Renaissance. Et donc tous les nobles ont survécu à l'épidémie et on organise un bal masqué. Et il y a parmi les personnages masqués, il y a un personnage masqué en rouge et au petit matin, tout le monde est mort. Et où il y a un seul survivant et le survivant se rend compte que le personnage en rouge masqué, ce n'était peut-être pas masqué, c'était la mort rouge qui était venue pendant la nuit. Donc voilà, évidemment, Edgar Poe, c'est le 19e siècle, milieu du 19e siècle, mais renvoyant à une réalité auparavant. Pour ce qui est, bien entendu, de la situation générale, il y a les conséquences du confinement, par exemple, permet le télétravail. On nous dit, oui, c'est formidable. Et nous, voilà, nous sommes ici encore en télétravail. Tout ça se passe dans d'excellentes conditions. Mais je parlais avec le regretté Bernard Stiegler durant le confinement. Et il parlait du projet qu'il menait à pleine commune, et il me disait à pleine commune, ben, les enfants ils n'ont pas d'ordinateur, il n'y a pas accès, à l'enseignement. Alors on dit c'est bien, bon, les enfants travaillent à partir de la maison, mais c'est différentiel par rapport aux conditions économiques. Voilà la situation dans laquelle on est. On navigue à vue. Les gouvernants, c'est M. Macron qui a dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, a dit on navigue à vue, c'est vrai, on navigue à vue, on n'a pas l'habitude de ce genre de situation et on n'est plus équipé pour le faire. Pourquoi les grands flottements Est-ce qu'à l'époque de Colbert, on aurait eu des grands flottements? Je prends le nom de Colbert parce que bon, c'est le type même, je dirais, du planificateur et peut-être du premier planificateur. Je me souviens, bon, j'étais tout jeune, c'est l'époque où je faisais la pêche en Bretagne et quand je suis allé à Lorient pour la première fois et je voyais donc tous ces pieux qui sortaient de la rade de Lorient. Et on me dit, eh bien, ça a été planté par Colbert, pas par lui personnellement, mais c'est lui qui a fait planter ça. Parce que c'était des troncs d'arbres pour construire des bateaux et on avait l'habitude de les faire, je dirais, mariner, de les faire vieillir en les plantant dans la vase. Et Colbert avait pensé à nous, il avait planté des arbres pour que nous puissions construire des caravelles et faire le tour du monde. C'est la planification, c'est le début. C'est la logique des fins et où on définit les moyens en fonction des fins. On dit ce qu'on veut faire et en fonction de ça, on s'organise. Et ça coûtait peut-être très très cher de planter des arbres, des troncs d'arbres dans la rade de Lorient, mais on voulait être sûr qu'il y en ait des caravelles plus tard pour la marine, pour la nationale, comme on dit maintenant, ou la royale, comme on disait autrefois, pour la royale et pour la flotte de commerce, bien entendu, et également. Alors que maintenant, vous le savez, depuis les années 70, on a mis la planification au placard, et quand elle existe toujours, ce n'est jamais sous forme de planification impérative, c'est toujours à titre purement consultatif pour qu'on sache plus ou moins où le monde va, mais plus du tout en fonction de finalités qu'on s'est données et d'organiser les choses en fonction de ça. Alors, une pandémie, malheureusement, le laisser-faire, la main invisible d'Adam Smith qui dit que si le boulanger, le brasseur, le boucher s'occupent de leurs propres intérêts sans se préoccuper du reste, tout ça va bien s'arranger, ça va bien marcher.
D'abord, nous l'avons vu, ça ne marche que dans un monde aux ressources illimitées. Et comme nous sommes maintenant dans un monde où nous nous rendons compte qu'il est limité, ne serait-ce que parce que le 1er août, je ne sais quoi, chaque année on nous dit on est en train de dépasser le durable, on est en train de dépasser la capacité de charge de l'environnement par rapport à nous, il n'est plus possible de procéder de cette manière-là. Et dans le cas voilà, de ce qu'on appelait donc traditionnellement les fléaux demandent une certaine organisation. On ne peut pas gérer, on l'a vu, voilà, ça c'est au moins une des leçons. Est-ce qu'on va, je vais dire un mot sur le fait si on retient ou non les leçons, mais c'est au moins une leçon. On ne peut pas gérer une pandémie en flux tendu parce qu'on dépend peut-être des régions justement dont on aura besoin de l'approvisionnement. Il faut faire des réserves. Et quand on fait des réserves, il faut le faire aussi avec les bonnes choses, parce qu'on nous dit qu'on a détruit énormément des millions de masques parce qu'ils n'étaient pas aux normes et des choses de cet ordre-là. Il faut prévoir et il faut prévoir ce qui va se passer. Il faut planifier. Et là, l'adversaire, c'est bien entendu, c'est la philosophie qui nous est venue depuis les années 70, c'est l'ultralibéralisme de Mme Thatcher et de M. Reagan, pensé par les penseurs comme von Mises, von Hayek, Milton Friedman, dont le credo était qu'il ne faut pas organiser les choses, c'est le spontané, c'est ce qui s'arrange automatiquement, c'est comment dire, l'auto-organisation qui fait des choses. Il y a des bonnes choses, celles qui sont venues toutes seules, comme la propriété privée. La propriété privée nous est venue toute seule, comme ça, aussi bien qu'on peut la considérer comme étant de l'ordre du naturel. Mais l'État, c'est sûrement quelque chose. Bon, là, je suppose qu'il suivait dans les pas de Rousseau ou de Hobbes. Pour inventer l'État, on s'est assis autour d'une table, on a réfléchi, on a sorti les règles à calculer et on a dit on va créer l'État. C'est bien entendu bidon. Les historiens, les anthropologues peuvent vous dire que l'État n'a pas été inventé de manière rationnelle, bien davantage que la propriété privée. C'est évidemment la même chose. Mais on s'est habitué à cette idée-là. Voilà, on a accepté cette idée-là que si on laisse l'État s'organiser comme une boutique, c'est-à-dire maximiser les profits à la sortie, eh bien, les fins, ce sera ce qu'on constatera purement et simplement, et on regardera à l'arrivée ce qu'on a eu, et au lieu d'avoir défini les finalités pour commencer, on se satisfera de ce qu'on a trouvé à l'arrivée. Là, j'espère qu'on tirera la leçon de ce qu'on observe en ce moment, que ce n'est pas possible et qu'avec d'autres catastrophes qui sont en train de, j'allais dire se préparer, mais ce n'est même pas se préparer, le réchauffement climatique, la montée des eaux, la Californie en ce moment, et non seulement la Californie, toute la côte ouest des États-Unis, l'État de Washington, Oregon et Californie est embrasée. Moi, je regarde ça avec attention parce que c'est un endroit où j'ai vécu 12 ans. Ce pays est en train de se transformer en désert. Et moi, j'ai été, à l'époque où j'étais là, j'ai été dans le nord de la Californie. Et si on avait dit aux gens que je voyais là, un jour, ça sera détruit par des grands incendies, ils auraient rigolé. Ils ont dit, il pleut tout le temps ici, c'est tout le temps humide, qu'est-ce que vous racontez, ça ne tient pas debout votre truc. Oui, c'est parce que vous habitez à Los Angeles, c'est pour ça que, ou San Diego, c'est pour ça que vous imaginez des choses comme ça. Il y a 2 ans, ce sont ces forêts-là qui ont cramé, et maintenant c'est au nord de ça, c'est dans l'Oregon, c'est en Washington. C'est-à-dire chaque année, ça remonte de quelques centaines de kilomètres, ça va très 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 vite. Est-ce qu'on va pouvoir laisser les marchés, comme on dit, spontanément s'auto-organiser pour régler ça? Non, ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Il va falloir un retour de l'État, ou bien ce sera la décomposition, ce sera l'effondrement. C'est pas impossible. J'ai encore rien dit, mais je vais dire un mot quand même sur la situation catastrophique des États-Unis par rapport à la situation de Covid. Et bon, vous le savez peut-être, moi je suis l'actualité des États-Unis depuis plusieurs années. J'ai écrit 2 livres sur, dont le second va sortir sur Trump à proprement parler. C'est un pays que je connais bien pour y avoir habité, et y habiter en regardant autour de moi de ce qui allait se passer. J'ai dit, ça devait être en février, j'ai dit le pays qui sera le plus affecté, ce sera les États-Unis. J'ai dit, il y aura qu'est-ce que j'ai dit, entre 20 fois et 100 fois plus de morts qu'en Chine.
Et on approche des 100 fois. On approche des 100 fois. Pourquoi est-ce que j'ai pu dire ça? C'est parce que j'ai vu que, je dirais que l'ultralibéralisme, sous sa forme tout à fait exacerbée, qui est le président Trump, c'est là qu'il allait faire davantage de ravages. C'est un État fédéral, il y a une régionalisation, il y a des initiatives qui peuvent être prises par les gouverneurs, et à l'intérieur des gouverneurs, bon, dans les comtés, dans les grandes villes, et également, c'est comme chez nous, il y a plusieurs niveaux. Mais là, il était clair qu'il allait y avoir la guerre entre les gouverneurs des États contigus qui auraient des politiques tout à fait différentes par rapport au confinement, par rapport aux gestes barrières, des choses de cet ordre-là, et que des ordres viendraient ou ne viendraient pas d'en haut. Il y a une grande organisation qui est très bien faite, qui était très bien faite jusque-là, la FEMA, qui s'occupait des catastrophes aux États-Unis, et que les gens du bassin du Mississippi connaisseraient très bien parce qu'ils s'occupent des inondations, que les gens de Californie connaisseraient très bien parce qu'ils s'occupent de venir en urgence quand il y a des tremblements de terre. À l'époque où il n'y avait que des tremblements de terre et pas encore des incendies supplémentaires. Et qu'a fait Trump avec la FEMA? Les réserves de la FEMA ont été distribuées à des entreprises qui les ont mises dans des entrepôts, et les firmes privées ont pu se tourner vers les entrepôts pour les vendre ensuite, les produits au public. Alors, c'est le rêve, bien entendu, des marchés, si l'on peut dire. Mais vous voyez bien que d'abord, ça multiplie les coûts par 3 parce que chacun va vouloir avoir sa marge bénéficiaire au passage, et ça multiplie le temps de réponse, bien entendu, par 3 également. Je dis 3 au hasard, mais ça le multiplie par un facteur important. C'est-à-dire que ça ne va pas être la réponse qui convient dans des situations de crise. Alors, va-t-on tirer les leçons? Admettons que ce que nous voyons maintenant, ce soit une deuxième vague, et pas simplement la première vague qui reprend simplement parce que le confinement a été levé. Va-t-on tenir compte des leçons qui ont été apprises? Et là, bon, c'est une question qu'on me pose souvent parce que on me pose la question par rapport au fait que, vous le savez peut-être, je fais partie d'une demi-douzaine de gens au monde qui ont prévu de manière détaillée la crise des subprimes. Et si on peut, en décembre, on va se réunir parce qu'il y a un colloque qui va réunir les prophètes, entre guillemets. On me pose la question, a-t-on tiré les leçons de la crise des subprimes? Voilà. Et c'est une question qui revient tout le temps, qui revient encore maintenant. A-t-on tiré les leçons? Et la réponse là, elle est, je dirais, glaçante dans ce qu'elle dit. On a tiré les leçons, mais les personnes qui sont à la tête, sont aux manettes, les personnes qui peuvent prendre les décisions, ces personnes-là ne sont pas les mêmes. Alors, oui, on a tiré toutes les leçons de la crise des subprimes. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a appliqué les leçons qui ont été tirées? Non, absolument pas. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit de personnes différentes, il s'agit d'un personnel différent. Il y a ceux qui ont compris, j'ai une expression qui n'est pas du français, les sacheurs ne sont pas les décideurs, mais je crois que tout le monde comprend. Ceux qui ont compris ne sont pas ceux qui prennent la décision. Si vous regardez le GIEC sur le réchauffement climatique, ça fait des années et des années qui parle du réchauffement climatique, de la montée des eaux. Le rapport de Rome, dans la fin des années 70, on le connaissait. Les courbes qui avaient été faites sur l'évolution des choses sont vérifiées maintenant. Est-ce que ça a fait une différence? Est-ce que des décisions ont été prises? Non. Non, parce que nous sommes dans une logique de marché, nous sommes dans une logique d'ultralibéralisme, nous ne sommes pas prêts à un changement de cap. Un certain nombre de personnes ont remarqué dans les premières allocutions de M. Macron au début du confinement, tout le monde a remarqué le retour de l'État-providence, le retour de la planification. M. Bayrou a même été nommé à la tête d'un nouveau bureau du plan. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voit M. Bayrou, et M. Bayrou ne porte pas son masque. Alors, c'est quand même un très, très mauvais symbole de la manière dont vont se faire les choses. On dit, et ça on l'a fait en 2009,
on a dit, même en 2008, discours de Toulon de M. Sarkozy, on a compris le capitalisme d'avant, de papa, c'est terminé, on va faire les choses autrement. Monsieur Hollande dit, mon grand ennemi, c'est la finance, etc. Au niveau des déclarations, et ça, bon, c'est un peu, je dirais, une rengaine de la politique, on dit aux gens ce que les gens attendent qu'on dise, de grandes décisions à prendre, et puis il y a l'inertie. Alors, le problème, c'est que, voilà, je soulignais, on a maintenant un monde en Extrême-Orient, et ce monde est culturellement unifié, qu'il s'agisse du régime qu'il s'agisse de la Corée du Sud, du Japon ou de la Chine, du Vietnam éventuellement, de l'Indonésie, de la Thaïlande. Ce ne sont pas des pays qui ont les mêmes régimes politiques, mais qui ont les mêmes attitudes vis-à-vis de la pandémie. Je vais vous donner, on approche déjà de là, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres. Voilà. Il est difficile de comparer la situation de différents pays. Alors, il faut prendre une base de comparaison qui permette une véritable comparaison où on ne dépend pas de la qualité de la récolte des données, on ne dépend pas vraiment de la qualité du dépistage et du nombre de gens qui sont dépistés. Mais on peut quand même prendre quelques chiffres qui ont probablement une capacité à représenter la réalité. Et le chiffre que j'ai retenu, mais ils sont disponibles, c'est le chiffre du nombre de morts par million de personnes. Alors, je vous ai déjà donné l'ordre de grandeur, je vous ai dit que c'est très faible dans l'ensemble des pays, même les pays les plus affectés, c'était encore très faible, de l'ordre de quelques points de base, c'est-à-dire de centièmes de pourcent. Mais au niveau individuel des pays, il y a quand même une différence considérable. Alors, combien de morts par million d'habitants à l'étape, ce sont les chiffres d'hier. Bon, voilà. Belgique, 856. Donc, ça nous fait 8,5 points de base en termes de morts, de décès de personnes. 856 pour la Belgique. Les États-Unis, 604. La Suède, 579. La France, 475. L'Allemagne, 113. La Corée du Sud, 7. La Chine, 3. Le Vietnam, 0,4. Alors, on peut dire, oui, les chiffres chinois sont peut-être trafiqués, il faut peut-être les multiplier. Alors, je dis, bon, on les multiplie par combien La personne dit, on va les multiplier par 10. Multiplie 3 par 10, ça nous fait 30. On est encore très, très loin des 475 pour la France, même des 113 pour l'Allemagne. Alors, il y a quand même des choses qui frappent. Voilà, l'Allemagne, 113, la France, 475, c'est 4 fois plus, 4 fois davantage. Est-ce que c'est lié à des différences, comme on disait tout à l'heure, de dire oui, le masque finalement, ça donne une fausse sécurité, c'est bon uniquement, disait monsieur Jérôme, j'oublie son nom depuis tout à l'heure, que c'est bon uniquement pour les gens qui sont déjà malades, etc. Ou bien de dire à la population, mettez un foulard, mettez une écharpe, mettez quoi que ce soit, mais protégez-vous et protégez les autres au minimum. Donc, les chiffres qu'on voit là, c'est très, très différent. C'est très différent. Corée du Sud 7, Chine 3, Vietnam 0,4, c'est-à-dire qu'il n'y a eu pratiquement pas de morts. C'est ce qui fait que, voilà, quand je dis qu'il y aura 100 fois plus de morts aux États-Unis qu'en Chine, on est pratiquement arrivé là. Et là, ce sont nos attitudes, c'est notre façon de réagir. Et ça peut être lié du côté de... Quand on nous dit, oui, la Chine est entièrement capitaliste maintenant, c'est pratiquement la même chose que chez nous, non, la preuve est faite. Non, c'est un capitalisme dirigé par un parti communiste d'une main de fer. C'est pas la même chose que ce qu'on a chez nous. J'avais eu une querelle, c'était il y a une dizaine d'années, avec des collègues anthropologues qui avaient été restés un an en Chine et qui revenaient en disant la Chine, bon, c'est plus communiste, etc. J'étais extrêmement sceptique. Je leur ai dit non, vous allez voir. Bon, alors on voit en même temps. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont les attitudes, une attitude vis-à-vis du sens civique qui est beaucoup plus facilement développée. Il y a des gens, on le voit, hein, il y a des protestations à Hong Kong, il y a une répression des Ouïghours, de la minorité musulmane
à l'ouest du pays. C'est un pays extrêmement dur, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là, mais de manière générale, et ça si vous avez voyagé dans ces pays-là, vous le savez, il y a un civisme qui joue pas partout. Pour traverser la rue, je dirais c'est encore pire en Chine que chez nous, mais dans l'ensemble, et c'est lié, dans le cas de la Chine, c'est lié au fait que c'est un pays au moment où chez nous on a la Grèce antique où il y a 100 km entre les villes les plus proches, que c'est un pays qui est déjà surpeuplé 1000 ans avant Jésus-Christ et qui est organisé par un corps de fonctionnaires. À la tête des villes en Chine, il n'y a jamais eu, comme chez nous, soit des marchands, soit des descendants de militaires ou carrément des conquérants. Non, ce sont des fonctionnaires depuis le départ. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui vit essentiellement du riz comme étant sa nourriture. Et donc, il faut organiser le système d'irrigation de l'ensemble du pays. Même quand on est dans la guerre civile, même quand il y a des guerres entre les différents États, il faut quand même qu'on continue à irriguer le pays dans son ensemble, sinon c'est la famine aussitôt. Ce sont des situations différentes de chez nous où jusqu'au XVIIIe siècle, pratiquement, on a des États qui n'arrêtent pas de se combattre et dont le territoire se remodèle en permanence. Je vous rappelle remodelage de l'ensemble des pays en 1815 au traité de Vienne, après les guerres napoléoniennes, redéfinition de la carte en 1920 après la Première Guerre mondiale, et ainsi de suite. L'Orient, c'est autre chose. Le Japon, d'abord, ce sont des îles, donc les frontières sont données. La Chine, les frontières sont données aussi. Elle est entourée soit de mers sur lesquelles on ne peut pratiquement pas faire du commerce maritime parce qu'il y a trop de typhons et donc c'est absolument pas fiable. Et de l'autre côté, c'est soit une chaîne de montagnes pratiquement infranchissable, l'Himalaya, et pour le reste, au nord, ce sont des steppes. C'est voyager pendant des semaines à travers des déserts pour sortir de ce côté-là. C'est tout à fait différent. Et ce qu'on est en train de voir, et ça, je reviendrai parce qu'il y a un exposé qui sera consacré véritablement à la géopolitique, c'est qu'on est en train, ce n'est sans doute pas exagéré, de parler de l'ascendant du monde extrême oriental et d'un monde occidental en difficulté, en péril et peut-être même en chute libre si on pense aux États-Unis. Et les élections du 3 novembre aux États-Unis vont encore nous donner des informations supplémentaires sur l'état de délabrement. Voilà, je crois avoir fait un peu le tour pour ce premier exposé de ce que j'avais l'intention de dire. Alors maintenant, il reste 28 minutes, c'est bien, j'ai tenu ma promesse, et nous allons discuter de ces choses-là entre nous. Alors, très bien. Alors, où est-ce que je vois apparaître le fait que les questions... on peut peut-être simplement demander aux personnes alors de... Vous pouvez manifester dans discussion Le chat est désactivé. On m'entend. Ah oui, allez-y. La discussion du chat est désactivée. Ah. C'est marqué. C'est marqué. Oui, effectivement. Donc, il faut poser ces questions oralement. Ah, il faut poser des questions oralement. D'accord, bon, très bien. Je ne sais pas pourquoi ça a été désactivé. Ah oui, c'est vrai, ça a été désactivé par l'autre. C'est certainement pas par moi. C'est peut-être Géraldine qui a décidé de faire ça. Alors, oralement, oui. Quelqu'un voudrait dire quelque chose? Vous êtes... Oui? Oui, je commence puisque personne ne parle et que j'ai envie de parler. Eh ben, c'est une bonne idée, voilà. Bon, d'abord, je vais fonder donc ma crédibilité. Je vis en Chine et je suis parti de Chine le 15 février. Et je suis depuis, pas de veine, au moment de remonter dans l'avion, j'avais le virus. Ma femme est rentrée et pas moi, et j'espère rentrer un jour. Bon, cela dit, vous parliez de la Chine, le sens civique, le pays centralisé, l'avenir, etc. Bon, alors pour ce qui est du virus en Chine, j'attribue le succès à la frousse. Il n'y a pas eu, au moins dans la ville où j'habite, c'est Tianjin, qui est c'est pas loin de Pékin, il y a 16 millions d'habitants dans la municipalité. Bon,
tous les amis que j'avais ont disparu dès l'annonce officielle de l'épidémie, c'est-à-dire le 23 février, donc l'avant-veille le 23 janvier, qu'est-ce que je raconte, l'avant-veille du Nouvel An. Et donc, brusquement, il n'y a pas eu besoin de donner des consignes, il n'y avait plus personne, les restaurants étaient ouverts, il n'y avait plus une personne, il y avait personne dedans, il n'y avait personne dans les magasins. Je suis allé au Carrefour, j'ai croisé 3 clients, alors qu'on est des centaines en même temps. Et je pense que tout le monde s'est protégé dès que la menace a été annoncée, avant qu'il y ait les consignes. Bon, après ça, tout a été fermé. Bon, et à Tianjin, il n'y avait pas eu de mort, ou pratiquement, enfin 150 homologués. Mais je pense que c'est la grande… Alors qu'en France, avoir la frousse, c'est mal. Alors qu'en Chine, avoir la frousse, c'est-à-dire Xiaoxin, il y a un petit cœur, protégez-vous, c'est la règle. Donc, à votre avis, ce n'est pas tellement de la répression ou de la peur de répression, c'est spontanément, mais ce n'est pas le sens civique, c'est la peur. Enfin, ce n'est pas la peur, c'est le réflexe de précaution. Réflexe de précaution. Réflexe de précaution, tout le monde a mis son masque, il y a des masques dans toutes les familles, puisqu'on le met quand on a un rhume, ou bien on essaie de le mettre quand l'air est vraiment trop mauvais, mais là, bon, ça ne sert à rien, mais on le met quand même. Et là, tout le monde s'est brusquement, et je pense dans la Chine entière, et à Wuhan, bon, alors j'y étais pas, hein, mais les scènes de panique, les gens qui faisaient la queue dans les hôpitaux, etc., on a quelque chose, il faut qu'on se protège. Et après ça, les quartiers se sont barricadés spontanément. Enfin, mais je pense que bon, je parle peut-être trop longtemps. Non, je pense que le parti, alors c'est en 2003, là j'étais pas encore en Chine, mais je m'y intéressais, il y a eu le SRAS. Et ce qu'on m'a raconté, c'est que ça a été, donc dès que c'est devenu public, les gens aussi ont réagi extrêmement. Les villages se sont fortifiés contre les étrangers, les quartiers se sont barricadés, et d'autre part, on s'est mis à vendre des talismans sur les marchés, et le parti a été dépassé. Il s'est dit, zut, alors bon, le parti a suivi et est revenu en tête, et d'ailleurs, il y a eu très peu de morts finalement, mais le parti, il paraît qu'il a été, enfin, c'était une très mauvaise émotion pour les dirigeants de voir que le peuple s'intéressait directement. Donc, pour le Covid-19, le parti a agi, après avoir essayé d'éteindre le machin, le parti a agi brutalement, avec des trucs spectaculaire. Bon, l'hôpital de Wuhan est construit en 10 jours. Bon, dans un pays où il y a autant d'engins de travaux publics, ce n'est pas un miracle. On a aplani le terrain et on a posé des préfabriqués dessus. Mais c'était une propagande gigantesque dès le premier jour, alors qu'en France, on a été complètement nuls. Et les Français n'aiment pas se protéger. Oui, je parlerai une autre fois, je ne peux pas tout mélanger, de l'équilibre difficile qu'on essaie de maintenir entre les vies humaines et la défense de l'économie. Ce que vous proposez là, c'est une dimension supplémentaire. C'est donc pas des instructions qui viennent d'en haut, c'est pas le sens civique, c'est autre chose, c'est la prudence. Quand vous dites précaution, c'est la prudence. Alors, et vous laissez entendre qu'en France, il y aurait une honte attachée à la prudence, que ce serait en fait dévalorisé. Il est possible qu'effectivement, avec l'attitude de Trump et de ses sectateurs, que ce soit quelque chose de cet ordre-là, d'ordre de la bravade. Ce n'est pas que les gens ne sachent pas peut-être que le danger est là, mais on montre, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse impressionner par la mort. C'est peut-être, je dirais, l'attitude de Roland à Roncevaux et des choses de cet ordre-là qui nous sont devenues un petit peu… Roland à Roncevaux, c'est autre chose, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Il fallait qu'il se fasse tuer, sinon il ne pourrait plus jamais se montrer dans le monde. Oui, c'est ça, c'est possible. Tandis que là, c'est plutôt… On n'a pas peur de se montrer prudent. Il y a peut-être un stigma attaché, mais on est prêt à
aller au-devant de cette réprobation des autres qui vous diraient vous êtes trop prudent éventuellement. Oui, c'est vrai, c'est une chose que je vois autour de moi. On ne veut pas avoir l'air trop prudent parce que ce serait considéré comme, comment dire, enfin, je ne sais pas. Mais vous soulevez un aspect auquel je n'ai pas pensé. Oui. Voilà. Il y avait une question de Jacques, je pense. Oui, je oui, viens de brancher mon micro, là, mais c'est pour aller dans le sens là, de ce que vient de nous expliquer Pierre Guillemot. Là. Oui. Moi, j'ai eu la chance de séjourner assez longuement en Chine pour un projet de coopération avec des universités chinoises là, pendant toute la décennie 2000 et un petit peu dans la décennie 2010 d'ailleurs. Et ce qui m'avait énormément frappé, alors je le savais intellectuellement, mais ce qui m'avait énormément frappé, c'est le sens des Chinois, des jeunes Chinois, donc des étudiants que je voyais régulièrement, par rapport à l'autorité. Par exemple, vis-à-vis de leurs professeurs, ils écoutaient religieusement leurs professeurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ils ne contestaient jamais l'autorité du professeur. Quand il fallait poser des questions, alors moi les cours que je faisais, c'était en anglais, ou des fois en français traduit par un Chinois. Ils envoyaient une délégation de gens qui parlaient bien anglais, par exemple, pour formuler les questions. Enfin, ça se passait comme ça. Donc, il n'y avait absolument aucun problème par rapport à l'autorité. Et comme l'a très bien expliqué Pierre Guillemot, le PC, là-dedans, n'a strictement rien à voir. En fait, c'est des réflexes confucéens. D'ailleurs, tu l'as un peu dit dans ta conférence, ils sont comme ça depuis 3000 ans, les Chinois, quoi. Ils sont très obéissants, ils font des trucs qui nous paraissent complètement bizarroïdes. Alors, par exemple, le rapport, ce que décrivait Pierre Guillemot, là, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Là. Ils ont la trouille, ils achètent des talismans. Juste une anecdote, par exemple, quand il y a eu les Jeux Olympiques là, en 2008, ils ont ouvert le 8 août, parce que le 8, c'est un chiffre bénéfique dans l'imaginaire chinois, mais qui est là depuis des millénaires. C'est un chiffre bénéfique, donc ils ont ouvert les Jeux Olympiques le 8 août, donc le 8-8, à 8h08, et c'était en 2008. Quoi. Donc c'est assez marrant de voir ça. Quoi. Et effectivement, moi j'ai encore beaucoup d'amis chinois que je vois régulièrement. Là. Et alors c'est des Chinois qui ont un pied en Chine, un pied en Europe, là. Ils étaient absolument sidérés de ce qu'ils voyaient en Europe. Quoi. Ils disaient, mais vous ne savez pas ce qui va vous tomber dessus. Quoi. Enfin bon, voilà ce que je voulais rajouter derrière Pierre Guillemot. Oui, ben, il y a une chose qui est centrale à notre... Est-ce qu'on m'entend ? Oui, une chose qui est centrale à notre science économique, science entre guillemets, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le principe d'individualisme méthodologique qui veut qu'il n'y ait pas d'effet collectif, qu'en fait, on puisse décrire un système économique simplement comme là. Il y a quelqu'un qui a un micro là qui perturbe un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de foule, il n'y a pas d'effet collectif, il n'y a rien qu'on puisse apprendre de plus en décrivant un phénomène comme étant collectif que la description d'un ensemble de comportements individuels. Et vous le savez, ce n'est pas simplement je dirais une proposition accessoire, c'est au centre de l'économie néoclassique, c'est-à-dire de l'économie comme nous l'utilisons. Or, bien entendu, un sociologue, même de nos pays, considère que ça n'a pas de sens, puisque ce qui intéresse le sociologue, bien entendu, c'est la rencontre des effets de l'individuel avec le collectif, et en particulier les institutions qui ne sont pas nécessairement la reproduction de comportements individuels. Et bien entendu, la science économique vous dira que c'est une raison supplémentaire pour éliminer l'État, puisqu'il n'y a pas de valeur ajoutée du côté de l'État. Mais comme vient le dire Jacques, c'est vrai que dans le confucianisme, bien entendu qui est ancien, c'est 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a dans ce système qui peut être décrié parce qu'il peut être considéré comme trop traditionnel, trop axé sur le rituel plutôt que sur la compréhension des mécanismes, mais il y a d'emblée cette conception d'une harmonie nécessaire entre ce qui vient d'en bas
de ce qui vient de la base et de ce qui vient d'en haut. Cette idée qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre le ciel et la terre, comme il est dit voilà, dans les préceptes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conflit entre l'organisation spontanée de la base et l'organisation qui vient du dessus. Or, dans notre conception de l'État ultralibéral, cette représentation d'un rôle à jouer par l'État au-dessus est complètement mise entre parenthèses. Et c'est ça qui nous apparaît ces temps-ci, quand apparaissent des choses que nous appelions des fléaux, c'est l'impossibilité pour une société de vivre de manière harmonieuse sans qu'on puisse prévoir des injonctions venant d'en haut pour une organisation. Ou alors, comme je vous le disais, dans le cas de la FEMA aux États-Unis, où on décompose les différents niveaux. Dans le niveau ancien, l'État venait et il y avait des gens qui débarquaient le lendemain d'une inondation, le lendemain d'un tremblement de terre, qui débarquaient chez vous, et c'était des fonctionnaires qui venaient chez vous pour essayer de résoudre le problème. Alors que là, maintenant, par délégation successive au privé, d'abord aux grossistes, ensuite aux détaillants et ensuite seulement aux consommateurs, bien entendu, le processus est réduit à absolument rien. Il y a quelqu'un là qui voulait dire quelque chose. PF, oui, allez-y. Oui, PF, c'est Patrick Farfal. Je souscris tout à fait à ce qu'ont dit Pierre Guillemot et Jacques Prince tout à l'heure. J'ai une petite expérience de la Chine, moindre que celle de Jacques Prince. Ce que je voulais ajouter, c'est que les Chinois ont le sens de la responsabilité collective. Et ça n'existe pas en France. Enfin, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Quand j'entends dire je veux rester libre de choisir ma mort, je pense qu'on n'est pas dans la responsabilité collective. Je me demande d'ailleurs si ces gens-là mettent leur ceinture en avion ou en voiture. Donc, ça, c'est très important. Les Chinois, ma femme est chinoise, hein, les Chinois qui vivent en France ne comprennent pas l'attitude des Français, l'attitude moyenne des Français. Là. Et ils auraient un conseil à donner? Je ne sais pas si on peut donner des conseils à une population, alors c'est pas limité à la France sans doute, hein, on parlait des États-Unis aussi, à une population qui n'entend pas, qui est extrêmement individualiste. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça qui est contraire à la notion à l'esprit de responsabilité collective, à mon sens. Merci. Quelqu'un d'autre a envie d'intervenir? Oui, Gaël Ledreff. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors j'aurais deux questions, remarques. La première, ça concerne la différence culturelle entre Chine, Japon et la France. Il y a de nombreux papiers sur l'attitude vis-à-vis de la vaccination qui justement comparent l'attitude des Européens et des Français en particulier, puisqu'on bat des records par rapport à ça, et l'attitude des Chinois ou des Japonais. En France, comme vous le savez sans doute, il y a énormément de gens anti-vaccins qui refusent de se faire vacciner ou de faire vacciner leurs enfants, qui considèrent que c'est une entrave à leur liberté que de les inciter, voire de les obliger à se vacciner. Et en Chine et au Japon, on sait que les gens se vaccinent non seulement pour eux-mêmes, mais pour protéger leurs proches plus fragiles, personnes âgées en particulier, quand on pense au vaccin de la grippe. Et là, ça rejoint la remarque du monsieur précédent sur la responsabilité collective et l'intérêt individuel. Et ma deuxième remarque, là, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Vous avez parlé de la polio au tout début de votre introduction. Et j'aimerais faire une autre analogie entre la polio et le Covid, c'est que le Covid laisse des séquelles, pas chez tout le monde, mais chez un certain nombre de personnes. Et je trouve que dans les médias, enfin je veux dire, en dehors de des revues médicales, dans les médias grand public, on parle très peu de ces séquelles. Par exemple, il y a des médecins qui pensent qu'il va y avoir une épidémie de syndrome de fatigue chronique suite à l'infection du Covid par un certain nombre de personnes qui l'ont eu.
ou encore qu'on va se retrouver avec énormément d'insuffisance cardiaque et de problèmes cardiaques en général dans les années et les décennies qui viennent, avec des pics qu'on n'a jamais connus de personnes chez qui en fait l'impact a été surtout cardiaque. Et là, je ne parle même pas des séquelles pulmonaires des gens qui ont été hospitalisés et qui ont été mis sous réanimateur, etc. Je parle des gens qui sont restés chez eux et qui, paradoxalement, hein, on le sait avec les chiffres, auront davantage de séquelles de type neurologique, fatigue chronique ou cardiaque que les patients qui ont été hospitalisés et qui, eux, ont eu surtout des symptômes pulmonaires. Oui. Pourquoi ? Ah oui, la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ? Parce qu'il me semble que ça pourrait être un moyen de sensibiliser les gens au danger du Covid et que ça permettrait peut-être de se détacher du moins de 1% de mortalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais je crois qu'une des raisons évidentes, c'est le fait que le problème paraît déjà bien compliqué tel qu'il est comme ça. Quand on dit, bon, il y a des gens qui étaient malades et qui sont guéris, mais quand on essaye de partir du fait que, comme moi c'est une remarque faite par les gens qui ont été malades autour de moi, j'ai 10 ans de plus, et qu'il s'agisse de personnes qui ont 40 ans, qui en aient 60, le résultat est le même, et bien entendu, ça va avoir des conséquences tout à fait extraordinaires. Je crois que c'est parce que d'abord, on en parle, moi je vois ça comme un sujet de discussion, mais ça ajoute encore, je dirais, de la complexité dans un problème qui paraît déjà pas très difficile à gérer. L'attitude vis-à-vis des vieux, j'ai entendu une remarque qui m'a été faite, je ne sais pas si elle est très, très générale, mais quelqu'un qui me dit, autour de moi, j'entends les jeunes dire, les vieux, c'est pas grave, on héritera. C'était une attitude un peu différente de celle des Japonais ou des Chinois vis-à-vis de leurs anciens. C'est plus dans la logique, effectivement, du système économique, politico-économique qui est le nôtre maintenant. Oui, je ne sais. Moi, vous l'avez compris sur les questions de médecine, d'épidémiologie, de virologie. Cet exposé-ci, c'est celui où je suis le moins bien, préparé à répondre à des questions sur les sujets qui se posent, parce que je ne suis pas vraiment dans mon domaine d'expertise. Est-ce que quelqu'un a quelque chose, une remarque à faire, justement, par exemple, sur l'attitude vis-à-vis de la vaccination, des choses de cet ordre-là, pour embrayer ? Je ne sais pas si... Oui, Gilles Roch. Oui, alors Gilles Roquette, oui. En fait, si vous voulez, je suis un petit peu embêté de peut-être intervenir, parce que je crois que l'esprit de l'intervention de M. Jorion vole beaucoup plus haut que la modeste contribution que je vais tenter de vous proposer. Bon, moi, je travaille avec le professeur Montagnier depuis 1992. Je travaille sur l'impact de différents protocoles thérapeutiques sur l'organisation du génome du HIV 1, HIV 2, SIV, FIV pour les chats, et il y en a chez les loutres, il y en a même chez les végétaux, donc il y a de quoi s'occuper. Et en fait, si vous voulez, quand on prend le coronavirus, qui fait 30 000 molécules, et qu'on prend le Covid, son petit frère, là, le petit nouveau, il y a 30 300 molécules. Bon, c'est tout, on se dit, il est allé faire son marché quelque part, au marché aux poissons ou ailleurs, peu importe. En fait, si on prend les 15 ou 16 segments d'ADN qui sont raboutés dans ce qu'on appelle le Covid, et qu'on les assemble et qu'on essaye, en les ayant extraits, de regarder à quoi ça ressemble, il faut faire tourner les moulins informatiques, peu importe. Mais on trouve que en les raboutant, ces 15 ou 16 morceaux qui font 300 molécules d'ARN, eh bien, c'est un morceau c'est con, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Je suis pas ni un complotiste, ni un méchant, ni un martien. Sinon, j'écouterais pas Maître Jorion. En fait, ce petit morceau, c'est un morceau du gène ENV de HIV. C'est en fait un morceau du gène ENV qui est le principal gène du HIV, c'est le
gène qui va permettre au HIV de détecter la porte qui lui est offerte, si je puis dire, la porte d'entrée qui lui est offerte sur la membrane du globule blanc. Donc, ce n'est pas un gène inutile, au contraire, c'est même un gène essentiel dans la physiologie de la bestiole. Et en fait, si vous voulez, ce morceau de gène ANV qui fait 300 bases environ est segmenté, il a été rabooté dans le corona et ça fait un Covid, bon ben voilà tout. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche en fait à construire un vaccin anti-HIV en logeant des petits morceaux d'HIV dans des organismes et puis en regardant si ça tue ou pas les bêtes, que ce soit des chauves-souris, n'importe quoi, on s'en fout. Ça, on peut pas, en Chine, on peut même prendre des humains parce qu'on a ça sous la main, hein, des condamnés à mort, des Ouïghours, enfin bref, ce genre de truc. Donc, si vous voulez, à partir du moment où Montagnier, quand il précise cela le 16 avril, sur un site, je dirais, qui s'appelle Allo Docteur, hein, il n'y a qu'à aller voir Allo Docteur Montagnier 16 avril, le lendemain, le tribunal révolutionnaire des journalistes sur CNews a dressé la guillotine en demandant à Montagnier que, à l'évidence, puisqu'il était gâteux sénile, qu'il veuille bien rendre les journalistes, qui ne sont pas des journalistes scientifiques, le Pascal Pro, le je sais pas qui du Figaro, je sais pas quoi, demande effectivement que Montagnier restitue son, comment dirais-je, son prix Nobel au comité Nobel parce qu'il est devenu indigne et gâteux et compagnie, comme si on avait trop de prix Nobel en France. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce problème, ce que j'appellerais, il faut savoir, pour gagner du temps contre ce que j'appellerais cette pandémie, il faut savoir à quoi on a affaire. Si effectivement on essaye de construire des chimères, des OGM, pour éventuellement tester des protocoles de vaccination avec un petit peu du sida light là-dedans et que malheureusement ça s'échappe et puis que ça tourne un petit peu, on perd du temps en n'accréditant pas l'idée qu'il y a effectivement un petit peu des manips un petit peu trop aléatoires, qui sont expérimentales, puisqu'en fait finalement la biologie moléculaire, du moment qu'on a une blouse de grand professeur, qu'on soit petit ou grand professeur, on est un grand professeur. Bon, on ne sait pas trop ce que font les gens. Moi, si vous voulez, je suis consterné de voir qu'un des plus grands importants pôles d'investigation scientifique français, l'IGBMC Strasbourg, sur 8 ou 10 étages, il y a 35-40 000 souris cancéreuses qui sortent tous les jours, tous les mois, je ne sais plus, pour être dispatchées partout, pour étudier les cancers sans les cancers osseux ou autres, on fabrique des souris transgéniques. Bon, bref. Donc, il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de méthodologie dans ce qu'on essaye de faire en termes de vaccination ou autre. Et le fait de répudier ce qui pourrait être quelque part un début d'explication de cet OGM un peu bricolé, un peu merdique, qui est le Covid ou peut-être ses petits frères, parce que plus on l'emmerde, plus il résiste, hein, c'est un être vivant. Donc, tout ça me met mal à l'aise. Parce que, quelque part, l'espèce humaine n'a pas très bien compris encore que les organismes microbiens, bactéries, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on veut, virus, ils cherchent en fait en permanence, toutes ces bestioles comme nous-mêmes, à préserver leur pronostic vital. Et si je puis dire, il y a une compétition, je dirais, dans l'ordre du vivant, entre tout un tas d'organismes, les végétaux, les ovipares, les pas ovipares, les mammifères, tout ça. Bon, bref. Et si vous voulez, si aujourd'hui, sans trop de méthodologie, on anticipe un petit peu des chimères, je dirais qu'il faudrait peut-être envoyer José Bové à Wuhan pour pouvoir un petit peu brider l'extravagance à laquelle on essaye d'aboutir pour des candidats vaccins, pour je ne sais pas trop quoi. Bon, c'est une contribution qui n'a pas l'altitude de M. Jorion, mais voilà, Gilles Roquette. Oui, mais très informé sur le plan justement de la virologie. Je vois que Marie Desneiges voudrait dire quelque chose. Oui, je ne sais pas si... Alors, est-ce que là, on entend le son? Oui, oui. Ok. Oui, c'était plutôt une réaction à la première question qui avait été faite par Pierre Guillemot. Je me demande si cette idée de la prudence qu'on attribuerait à un côté de la philosophie chinoise et autres n'est pas en fait purement empirique pour retomber plus bas, puisque il y aurait eu récemment d'autres débuts de pandémies, de maladies qui se déployaient très rapidement en Chine
Et donc, en fait, c'est l'expérience d'épidémies antérieures qui pousse les gens à prendre des mesures et qui, à contrario, par chez nous, la dernière qu'on ait eue étant celle de la grippe de Hong Kong dont on n'a pas trop parlé, nous avons perdu cette habitude justement de prendre des mesures anticipatives. Et bien sûr, il y a une dimension culturelle au fait de porter le masque où les Asiatiques ont un peu plus l'habitude que nous de porter un masque ou dans l'espace public jusqu'à une date extrêmement récente. Il était, et je crois que la loi n'a pas aboli, il était interdit de se masquer le visage dans l'espace public. Oui, c'est vrai, il y a une loi, oui, d'ailleurs, oui. Donc voilà, c'était un peu ma question. Je me demande s'il n'y a pas une dimension historique, empirique, qui explique pourquoi justement on a tendance à la prudence immédiatement en Chine et que c'est quelque chose qui doit venir ici au-delà de la confiance dans les dirigeants ou dans la science, parce que je ne sais pas si les Chinois ont particulièrement plus confiance dans la science ou dans leurs dirigeants que nous-mêmes en Europe. Oui, oui. Mais en fait, ça, c'est un thème que j'avais eu l'occasion de traiter. Et bon, ça apparaissait aussi, surtout dans les discussions. C'était justement notre difficulté à nous représenter des dangers que nous n'avons pas encore véritablement expérimentés. Et voilà, le réchauffement climatique, on commence à le voir. On le voit en Australie, on voit aux États-Unis ce que ça produit. Mais tant qu'on ne l'avait pas vu, on a été limité à la fiction, au roman, pour ceux qui ont une bonne imagination visuelle, et au cinéma pour nous montrer voilà, des choses qu'on ne connaît pas encore. Une anecdote, au tout début du confinement, j'ai vu qu'il y avait un film qui s'appelait Contagion, et je l'ai commandé. Et de semaine en semaine, on me disait que c'était épuisé, c'est-à-dire que je n'étais pas le seul à vouloir avoir une représentation sous la forme du cinéma de ce qui était en train de se passer pour avoir une représentation, pour se représenter quelque chose. Et dans ce que tu dis, oui, il y a ça. Le phénomène est davantage connu. Peut-être... le problème, c'est que c'est comme il a dit aussi, on n'a pas l'impression que je dirais que l'esprit de bravade semble s'amplifier plutôt que de diminuer. Mais ça, c'est peut-être parce que le danger n'est peut-être pas encore suffisant pour redonner une frousse salutaire, celle dont il était question tout à l'heure de la part de Pierre Guillemot. On approche de la clôture. Quelqu'un a encore envie de poser une question, de faire une remarque sur ce qui a été dit jusqu'ici? Oui. Oui, Erwan, oui. J'aurais voulu savoir s'il était possible de faire des comparaisons avec peut-être des virus préexistants ou des maladies peut-être qui seraient plus contagieuses encore, enfin, avec d'une gravité plus forte. Parce qu'il est possible de mettre en perspective ce Covid qui prend toute la place dans les médias en ce moment, à juste titre. Mais est-ce qu'il serait possible peut-être d'avoir une perspective plus large, plus historique par rapport à ça? Ce qu'on pourrait faire, en tout cas, c'est des drills. Comment appelle-t-on ça en français, des drills? C'est-à-dire, en fait, quelle est l'expression qui correspond, de faire des alertes simulées, comme on fait dans les bâtiments à propos d'un incendie. Bon, un jour, on dit, ben voilà, à midi, on fait tous comme si ça. Les sirènes vont se mettre en marche, les clignotants vont se mettre en marche, et on va faire comme si on avait le vrai problème. Et on aurait peut-être dû penser à ça. Il n'est peut-être pas trop tard dans la perspective de ce que vous dites, qu'on fasse éventuellement une répétition générale pour une pandémie plus sérieuse encore que celle qu'on a là. De demander à nos dirigeants qui ont bien du mal à faire venir des masques maintenant, alors que c'est une pandémie, évidemment, on ne connaît pas encore toute l'ampleur, mais ce n'est pas la peste de Justinien, ça c'est clair. Il faudrait peut-être se préparer davantage, mais la difficulté là, c'est l'idéologie absolument ultralibérale de nos gouvernements, dont les hésitations sont fort liées à la philosophie du laisser-faire, que quand on parle de faire refaire un bureau de plan, je doute vraiment qu'il soit question d'autre chose que d'avis purement consultatif sur des évaluations, la situation d'une autre. Je crois qu'on est encore loin de type de planification impérative comme on a dans une économie de guerre. Et c'est pour ça que dans le livre qu'on a fait,
Vincent Burnand-Galpin et moi, on a mis l'accent sur des mobilisations qui ont marché, et en particulier l'économie de guerre de la Grande-Bretagne et celle des États-Unis, qui n'était pas du tout du même type, pour une raison évidente, c'est qu'il n'y avait plus d'usines, toutes les usines avaient été détruites en Grande-Bretagne. Mais dans les deux cas, on a mis au point des choses qui ont servi par la suite, par exemple à la forme moderne de l'État-providence. Mais ce que ça a montré aussi aux États-Unis, et en Grande-Bretagne, c'est qu'on peut mobiliser une population sur quelque chose de précis, avec des directives qui ont l'air raisonnables, avec des raisonnements simples derrière sur pourquoi on fait ceci ou comme cela. Il n'y a pas eu de rébellion aux États-Unis devant ce qui était une militarisation extraordinaire de la société, un embrigadement qu'aucun Américain n'aurait accepté si sur le papier comme étant quelque chose qu'on a lui proposer. Tout le monde aurait dit non. Or, ça a marché, ça a produit, voilà, les hommes étaient souvent au front, les jeunes, les femmes étaient travaillaient dans les usines, et il n'y a pas eu de protestation. C'est au niveau, je dirais, de la chambre de commerce qu'il y a eu des grognements, mais comme on a laissé les prix se former selon les mécanismes traditionnels, sauf bien entendu pour ceux qui demandaient véritablement une réquisition de type militaire, il n'y a pas eu de problème. On souligne en Grande-Bretagne, maintenant on nous dit oui, mais tout le monde, pendant le Blitz, il y avait quand même des gens qui grognaient aussi, c'était pas aussi unique qu'on l'a dit, mais quand même, une mobilisation de la société britannique, dont on voit maintenant, quand elle élit des gens comme Boris Johnson ou des gens de ce type-là, on n'a pas l'impression que ce soit les mêmes qu'on a vus à partir de 40, entre 40 et 44, et pourtant c'est un peu, ça c'est une leçon quand même à tirer, c'est que quand ça va très très mal, là on est au mieux de notre forme, on n'est peut-être pas équipé, nous les êtres humains, là c'est une remarque d'anthropologue, pour les petites catastrophes, on est mieux équipé pour les très très grandes, et là ça marche bien parce que la solidarité à ce moment-là, les choses qui font vraiment marcher nos sociétés, la filia, à ce moment-là, bon, ça marche automatiquement. Sinon, tout simplement, on ne serait pas là. S'il n'y avait pas la solidarité, l'entraide dans les grandes situations de catastrophe, nous ne serions pas là, millions d'années plus tard, pour discuter de comment faire avec le retour d'une pandémie. Voilà, il est 17h36. Je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire. Sinon, on va lever la séance et vous donner rendez-vous dans 2 semaines exactement, le 30, pour là on va entrer dans l'économie, le PIB, les conséquences économiques. Ah, il y a quelqu'un qui me fait encore un signe? Non. Ah, non, bon d'accord, c'était un geste vis-à-vis de l'ordinateur. C'est pour dire merci. C'était pour dire merci. Voilà, c'est ça. Bon, très bien, j'espère vous retrouver alors dans 2 semaines exactement, le mercredi 30. Voilà. Bravo. Allez, merci bien. à bientôt. Au revoir.